bonjour et merci d'être là. En fait, on va parler d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui sont là depuis ce matin? Ouf. Alors, c'est un petit peu un sujet qu'on a déjà évoqué depuis le début de la journée. Donc là, vous allez avoir sous un autre angle encore, enfin, un angle qui se lie, mais qui est un petit peu différent quand même. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites, ce que vos sociétés permettent, et comment est-ce qu'on lie l'intelligence artificielle à l'apprentissage? Donc Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, avec Quick? Bonjour, alors je suis cofondateur de Quick, ça veut dire Know What You Know, savoir ce que tu sais. Alors le principe, c'est que c'est une plateforme pour les enseignants, où en fait les enseignants s'inscrivent avec leurs élèves. On s'adresse, alors historiquement en maths et du collège au lycée, donc jusqu'à la terminale. Donc les enseignants s'inscrivent, ils vont sur une base d'exercices qui est déjà existante, ils choisissent les exercices à distribuer à leurs élèves. Les élèves, en fait, ont tous des sujets différents parce qu'on génère les questions à la volée. Ce qui veut dire que les élèves n'ont pas exactement le même sujet, ce qui leur évite de partager trop les réponses, ce qui arrive des fois dans les classes. Mais l'avantage pour des élèves en difficulté, c'est que dès qu'ils ont fini de répondre, en fait, on corrige instantanément toutes les questions. Donc, ils ont tout de suite leurs notes. Ils n'ont pas besoin d'attendre que ce soit corrigé 2 semaines après. Ce qui, ce qui veut dire que déjà, ils savent tout de suite s'ils ont réussi ou pas. Et en cas de non-réussite, ils peuvent recommencer. Et à ce moment-là, on leur donne un nouveau sujet. Ce qui veut dire qu'en fait, ils peuvent s'entraîner autant de fois qu'ils veulent jusqu'à obtenir une bonne note. Donc là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Heu, ce qui est très intéressant, c'est que dans toutes les classes, en fait, il y a une partie des élèves en difficulté qui sont très travailleurs, mais qui souvent ont des problèmes de méthode ou qui n'ont pas très bien compris le cours et qui, du coup, vont pouvoir recommencer, et obtenir une bonne note, alors que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas souvent en classe avec des devoirs, plus classiques. Et du coup, les enseignants sont très contents puisque ces élèves-là ont des bonnes notes, mais parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Et les enseignants sont au courant que ces élèves ont beaucoup travaillé. Donc ça crée une spirale positive. Et l'intelligence artificielle, elle intervient en fait dans un deuxième temps. C'est-à-dire que on accumule beaucoup de données en fait par nos élèves. Donc pour un ordre de grandeur, aujourd'hui on a 50 000 élèves abonnés sur la plateforme à la rentrée qui ont fait sur le mois d'octobre 2,5 millions d'exercices de maths. Donc ça, voilà, ils travaillent beaucoup. Euh, ce qui nous permet en fait de mettre en place de l'intelligence artificielle. Et là, l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque élève, enfin tous les élèves sont différents. Et on va essayer de brasser, de faire revenir sur des sujets au fur et à mesure de l'année. Mais là, on va s'adapter à chaque élève. C'est-à-dire qu'un élève qui a eu plus de mal en géométrie, bah, on va plutôt peut-être l'interroger là-dessus. Et on va essayer de cibler sur des exercices qui sont ni trop durs, ni trop faciles. Parce qu'effectivement, c'est là où il y a la meilleure marge de progression. Attends, juste, excuse-moi les chiffres. Tu nous dis que tu as 50 000 élèves, Ouais. cycle 2, cycle 3, Alors, cycle 4, c'est sixième à la terminale. sixième à terminale. Sixième à terminale. Ces élèves, ils sont abonnés à la maison ou c'est par l'école? Alors, c'est avec l'établissement, nous, c'est les établissements qui sont nos clients, mais c'est utilisé souvent à la maison, c'est-à-dire que les équipements pour OK. avoir un poste par élève, c'est souvent, enfin, ça dépend des établissements, il y a les collèges connectés qui arrivent, et cetera, mais souvent, c'est quand même encore utilisé à la maison. Et du coup, c'est très agréable pour le prof puisqu'il perd pas de temps en cours pour évaluer ses élèves, mais il a quand même, en fait, plein d'informations sur ce qu'on fait et le travail qu'ont fourni ses élèves, ce qui lui permet, d'adapter son cours et de passer plus de temps à faire un cours intéressant, justement motivant avec le raisonnement, le côté pousser les élèves à aimer les maths, et moins de temps à faire de l'évaluation de connaissances pures et de faire les gammes, comme on dit. Donc Voilà. donc les enseignants qui sont abonnés à Quick demandent à tous leurs élèves, c'est pas juste un groupe d'élèves, ça lui Ça permet de piloter alors, sa classe de manière homogène. c'est les enseignants qui demandent à leurs élèves. On a plein de cas différents, nous on est très souple. Les enseignants, c'est eux qui vont animer le site. C'est-à-dire que le site n'a que peu d'intérêt sans que les profs soient derrière. Hem, mais des profs peuvent prendre que quelques classes. Des établissements peuvent prendre tout un établissement, on en a pas mal. Mais selon les établissements, il y en a qui vont prendre que par exemple en seconde, puisque, bah, en seconde, le lycée, il y a plein d'élèves qui arrivent de plein de collèges différents, qui ont donc des niveaux assez différents et variés. Donc là, ils vont voir la plateforme vraiment comme un moyen de remise à niveau très fort. Et donc voilà, donc on a plein de typologies. Même au sein d'un établissement, dans une équipe pédagogique, il peut y avoir certains enseignants qui sont hyper moteurs, qui sont hyper motivés, et d'autres qui sont limite contre le numérique pour tout un tas de raisons heu, qui sont tout à fait valables, hein, et du coup, voilà, on s'adapte en fait en fonction des équipes enseignantes, tout simplement. D'accord, et donc là, juste avant de passer à la partie intelligence artificielle, tu nous disais que tous ces élèves, donc 50 000 élèves qui font 2 millions d'exercices,
ça génère tu nous as dit des traces et des données. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, les données, nous, en fait, sur chaque exercice, on sait la question qu'on vous a posée, et la question même la question ré j'ai expliqué que les exercices sont différents pour chaque élève. On sait exactement la question qu'on vous a posée à vous. On sait ce que vous avez répondu, on sait, à quelle date, on sait, dans quel cadre ça s'inscrit, si c'est un devoir, pas un devoir, si vous êtes libre, pas libre, combien de temps vous avez mis et cetera. On stocke un certain nombre de choses et toutes ces données-là, en fait, on s'en sert pour estimer en permanence le niveau des élèves. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en sert. Heu Et du coup, on bascule sur la partie intelligence artificielle. Ah oui, enfin, je voulais peut-être laisser mais c'est OK, sur la partie intelligence artificielle, donc en fait, on estime en permanence le niveau des élèves, et on fait donc des devoirs de révision, c'est-à-dire qu'on va effectivement sélectionner les exercices, qu'on va vous proposer. Donc là, c'est l'enseignant, en fait, active des révisions, il donne un rythme, il les demande il a quand même quelques précisions à donner à nos algorithmes et ensuite, nous, on va choisir pour chaque élève la séquence la plus appropriée pour cet élève. Voilà et donc en fait, on peut détecter comme ça des lacunes et surtout enfin empêcher que les lacunes arrivent et puis si jamais on voit vraiment qu'il y a un élève qui est bloqué, on peut alerter le prof en disant: «Voilà, sur tel élève, sur tel exercice ou sur telle, gamme d'exercices, sur tel» voilà. On essaie de circonscrire le plus précisément possible et on dit à l'enseignant: «Voilà, là, il y a un problème, il faut intervenir, parce qu'il y a un voilà, clairement, il y a un problème avec cet élève». Heu, voilà en gros ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle aujourd'hui. Je peux rentrer beaucoup plus dans le technique, mais je vais d'abord peut-être laisser Benoît un petit peu, présenter sa vision. Oui, je rebondis, vous aviez une question en particulier? Non, OK, non, OK, non, donc je expliquez-nous rebondis. comment Domocio, Oui. Alors, bonsoir, donc moi, c'est Benoît Praly, j'ai cofondé la société Domotion en 2013 et chez Domotion, on travaille également sur, les algorithmes et l'intelligence artificielle et par rapport à Quick, en fait, on le fait, finalement sans, se donner la contrainte d'un contenu. C'est-à-dire qu'on travaille sans un contenu qu'on connaît forcément, ce qui nous permet de travailler avec, des éditeurs de contenu ou de la formation professionnelle et cetera. Donc nous, l'utilisation de l'intelligence artificielle passe autour de 3 produits. Déjà, peut-être avant de parler des produits, je vais repréciser un peu ce que nous, on entend comme données. Alors, Nicolas parlait des données qui sont les résultats aux exercices, les temps passés, etc. On s'intéresse également en termes de données à tout ce qui est consultation de vidéos sur le web, taux de rebond. On regarde si l'utilisateur a touché au player, s'il est revenu en arrière, s'il a augmenté le son, ce ton d'infos finalement qu'on imagine sans intérêt, mais qui peuvent en avoir. On va également regarder ce qu'ils ont fait sur des ressources de type plus apprentissage, comme des traces écrites, des photos, des vidéos, des images. Et ensuite, on va regarder sur la plateforme tout simplement à quel moment de la journée est-ce qu'il se connecte, sur combien de temps est-ce qu'il reste, etc. Et tout ça, ça va nous donner des informations sur comment est-ce qu'il consomme le contenu. Et donc toutes ces données-là, on va les traiter avec un ensemble d'algorithmes qui vont nous permettre finalement essentiellement de personnaliser, d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il consomme le contenu, etc., pour lui personnaliser son aventure sur la plateforme et sur le contenu. On connaît tous Amazon. Amazon, quand on va sur Amazon, on ne se rend pas compte, mais on leur donne plein d'informations. On clique à certains endroits, on va regarder des chaises, et puis après on achète une table. Et en fait, toutes ces informations-là, elles servent à Amazon qui va accumuler toutes ces infos-là, qui va construire un profil de consommateur et qui va ensuite vous recommander en se disant, bon, bah, il aime bien le rouge, on va lui proposer peut-être des sets de table rouge. Ces algorithmes-là qu'utilise Amazon, nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de les utiliser, de les appliquer sur des données d'apprentissage, donc les données qu'on vient de définir. Et ça permet de recommander finalement la bonne ressource au bon moment, au bon utilisateur. L'intelligence artificielle intervient dans le processus de sélection de ces recommandations, donc le fait d'essayer de créer des modèles d'apprenants, de regarder des apprenants qui consomment et qui apprennent de la même façon, et de regarder ce qu'eux ont fait pour recommander ça à de nouveaux arrivants qu'on considère apprenants un peu pareil. Et toutes ces informations-là, ça génère de la donnée, ça nous donne des recommandations, on est capable de qualifier notre recommandation. Et donc on sent que là, même ma main tourne et on sent qu'on a une boucle finalement. Et donc on a des modèles apprenants qui apprennent de la donnée qu'ils sont capables de générer. Et c'est comme ça qu'on fait voilà, de l'apprentissage adaptatif ou de l'intelligence artificielle. Petit aspect aussi, je vais juste ajouter un petit mot sur la révision, qui est intéressante parce que chez Domotion, on traite aussi cette question de mémorisation. L'oubli arrive et arrive vite.
Et donc, on utilise également l'intelligence artificielle pour essayer d'estimer à quelle vitesse est-ce qu'un l'apprenant qu'on a en face de nous oublie un sujet, pour venir lui trouver le meilleur moment auquel lui poser une petite question pour faire une petite piqûre de rappel, la fameuse, plutôt que de bachoter la veille au soir. Voilà, c'est autant d'applications qu'on peut illustrer. Et peut-être une des caractéristiques de Domotio, c'est qu'on le fait aussi bien sur la formation initiale que sur la formation continue. On travaille aujourd'hui avec des grands acteurs type EDF, type Renault, etc. Et avec des éditeurs de contenu type Hachette, type Atier pour les enfants. Alors justement, en fait, Domotio, le nom de votre société apparaît peu sur les plateformes. Vous travaillez en marque blanche, en fait. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, clairement, on peut vous retrouver sur la plateforme de Atier, la BRNE, par exemple? Non. Pas sur la BRNE de Atier. Là, on est sur des projets qui ne sont pas encore sortis avec la maison Hachette et Atier. D'accord. On a eu sorti une plateforme qui nous a permis de faire des tests en 2016. Mais la plateforme n'a pas poursuivi. C'était dans le cadre d'un appel à projet e-éducation 3 qu'on avait travaillé sur cette plateforme. La plateforme n'a pas suivi, enfin, ça n'existera pas en fait. Elle n'existera pas, non, pour des raisons capitalistiques, enfin des raisons de stratégie interne de boîte. Mais en effet, Domotio fonctionne et c'est un peu comme ça que je le présentais au début. On ne propose pas de contenu, on ne propose pas forcément de plateforme, mais on propose un cœur d'algorithme qui s'intègre dans des plateformes existantes. Donc en général, les gens ne nous entendent pas Domotio. Ouais. Ok. Et du coup, une question à Nicolas et Benoît avant de passer à Claudio. Est-ce que dans vos systèmes, vous êtes sur une gestion très très fine des données, d'un grand nombre de données, donc big data? Est-ce que vos systèmes sont capables de proposer une stratégie d'apprentissage qui n'existe pas dans ce que vous avez déjà rentré vous ou dans les données qui ont été rentrées par les traces des élèves? Nana, hein. C'est une bonne question. Au début, je la comprenais. La fin, je la comprends moins bien. Mais C'est le nanan. Il y a que ça peut faire comme AlphaGo et entre guillemets inventer une production de pensée en fait. Tout à fait. En fait, de par notre positionnement, comme on ne crée pas de contenu, c'est vrai qu'au début, on travaille beaucoup avec les auteurs et notamment avec les ingénieurs pédagogiques, puisque comme on n'a pas encore de données, finalement, on ne sait pas quoi recommander. Donc on se base sur l'ingénierie pédagogique, on se base sur finalement les créateurs de contenu, ce qu'ils pensent être le parcours optimal. Et de ce parcours optimal, qui est descendant, qui est celui que pense l'ingénieur pédagogique, finalement, on se dit que ça c'est notre biais, ça c'est notre optimal a priori. Et puis de ça, on va commencer à essayer de lâcher, de faire des distracteurs, d'essayer de proposer d'autres contenus qui sont peut-être en dehors de notre chemin, qui vont nous donner donc des nouvelles réalisations, des nouveaux chemins et des réussites et des résultats des utilisateurs. On va apprendre de nouveaux chemins, donc on va apprendre de nouvelles méthodes et de nouveaux apprentissages. Et donc, quelque part, là, pour l'instant, il y a toujours la main de l'homme. Enfin, il y a la main d'un humain, quelque part. Sur un projet IA, de toute façon, il y a toujours deux façons de l'aborder. Soit on a déjà des données, et dans ce cas-là, on n'a pas forcément besoin de l'homme. On peut faire tourner des algorithmes et demander, mais a posteriori à l'humain, de nous valider ce qu'on a trouvé. Ou alors, on n'a pas du tout de données, et dans ce cas-là, on se base sur l'expertise de l'humain. On fait ce qu'on appelle des systèmes experts, et on voit comment est-ce qu'on peut, via des distracteurs, les améliorer et avoir des nouveaux chemins. Pour les gens qui étaient là avant, on a parlé des laboratoires de recherche. Est-ce que pour élaborer vos solutions, vous travaillez avec des chercheurs en sciences cognitives, par exemple? Alors, oui, enfin nous on commence à y aller. En fait, il existe seulement récemment des labos de chercheurs qui font des approches de big data, intelligence artificielle, et qui sont liées à l'éducation. Il y a le couple des deux est souvent un petit peu compliqué. Historiquement, l'intelligence artificielle fait beaucoup sur l'analyse d'images, analyse de texte, parce que c'est là où il y a de l'argent. Et l'éducation, donc c'est quelque chose qui est souvent malheureusement un petit peu délaissé. Donc là, ça commence à exister. Donc on commence à créer des partenariats. Sur l'aspect neurosciences, ça fait plus longtemps que ça existe. Les neurosciences ne font pas, tout le monde ne fait pas de l'éduc, et donc il y a des choses qui sont très intéressantes. Et nous, on lit beaucoup ce qui se fait. Mais des fois, il faut en tirer des principes plus que ce que disent les papiers c'est quand même plus général que les situations d'apprenants. Dans une classe. Et je rejoins parfaitement ce que disait Nicolas. C'est vrai que l'intelligence artificielle, le big data et l'éducation,
Finalement, aujourd'hui, ça fait très peu sens ensemble. Le educational data mining, c'est une science dont on commence à parler depuis seulement 95, je crois. Et on a une doctorante chez Domosio qui, pour préparer sa thèse, a fait tout un travail de sélection. Et elle a choisi donc en fait une co-tutelle, donc 2 universités. Une université qui lui apporte plus le côté sciences cognitives, sciences de l'éducation, en France à Paris 8, et une université à Cordoba, qui est une des précurseurs, qui est une des universités précurseurs dans le domaine de l'educational data mining, donc le traitement des données d'apprentissage. Voilà, et je voudrais juste rebondir parce que Claudio a parlé d'AlphaGo. Je connais très bien le sujet, donc je. Alors, est-ce que quelqu'un sait de quoi on parle quand on dit AlphaGo ou pas? Alors, AlphaGo, c'est en fait un système qui est sorti récemment et qui a battu le champion du monde au jeu de Go, qui est un jeu où on pose des pierres en fait alternativement. C'est un peu comme les échecs, sauf que les échecs, en fait, l'ordinateur a battu la machine en 95. Et à l'époque, c'était une superbe avancée. Néanmoins, aujourd'hui, on se rend compte que les échecs, on les a battus, mais de façon un petit peu brute. C'est-à-dire que la machine n'a pas vraiment compris comment fonctionnait le jeu des échecs. Elle calcule juste tellement plus vite que nous que elle peut aller plus loin. AlphaGo, donc c'est quelque chose d'extrêmement récent. Et en fait, donc, les échecs comme le Go récemment, en fait, on codait manuellement des choses pour dire, voilà, on pense que c'est tel joueur qui va gagner. Les dernières avancées, en fait, le système apprend tout seul comment jouer au Go et comment savoir si il va gagner ou pas. C'est-à-dire qu'on n'a aucune intervention humaine. Et notamment grâce à ça, ils ont réussi à aller beaucoup plus loin dans l'expertise, en fait. C'est-à-dire qu'ils battent plusieurs fois de très 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 loin les champions du monde. Ils ont un niveau qui est inconnu. On ne sait même pas à quel point ils sont forts. Et les pros du jeu ont du mal à comprendre les stratégies de l'ordinateur. C'est une énigme pour eux. Pourquoi ils jouent ce qu'ils jouent? Ils ne comprennent pas. Et en fait, ils se servent de ces résultats pour essayer de comprendre eux-mêmes mieux le jeu auquel ils jouent. Donc évidemment, c'est passionnant. Il y a quand même beaucoup de limites pour appliquer ça à l'éducation. Et notamment, en fait, le jeu de Go, mine de rien, il y a beaucoup de propriétés de cet objet qui fait que c'est un sujet d'étude intéressant, notamment le jeu, tout est parfait, on sait très bien de quoi on voit le plateau, en fait, il n'y a pas d'informations cachées, on sait qui a gagné ou pas à la fin. Quand on parle de l'éducation, c'est beaucoup plus compliqué. Je redis le nom de la boîte. Pas forcément comment on gagne. Alors voilà, et puis ça veut dire quoi gagner? Nous, par exemple, le nom de la boîte, c'est Know What You Know. Si on devait décrire ce que c'est quelqu'un, comment on le ferait? C'est compliqué. Est-ce que si vous le savez aujourd'hui, vous le saurez demain? Est-ce que si vous ne le savez pas aujourd'hui, vous ne le saurez pas demain? C'est quelque chose qui évolue constamment. Et qu'est-ce que ça veut dire savoir? Est-ce que si vous vous souvenez un petit peu vaguement ce que c'est qu'une addition, est-ce qu'il y a des gens qui peut-être le savent mieux que vous, est-ce qu'en calcul mental vous êtes fort? Est-ce que voilà. Donc c'est une question très complexe pour répondre de façon, on va dire, scientifique et pour que les ordinateurs puissent appréhender ce genre de concept. Les ordinateurs ne sont pas comme nous. Et c'est effectivement le genre de sujet sur lesquels on travaille. Nous, en fait, donc, pour aller plus loin, ce qu'on fait, c'est la première difficulté, c'est effectivement d'essayer de sortir le plus possible l'être humain, c'est ce qu'on appelle les a priori dans le jargon, de nos méthodes. Puisque plus il y a des a priori, c'est-à-dire plus un être humain, un chercheur, dit, bon, voilà, je sais pas, par exemple, un élève qui ne sait pas faire tel sujet, il sait probablement pas faire tel autre, plus la machine est contrainte par ce qu'a proposé le chercheur. Même si tous les êtres humains peuvent se dire qu'effectivement, quelqu'un qui ne sait pas additionner deux nombres entiers, c'est-à-dire 2 plus 2, il ne sait pas faire, un enfant de 4 ans, probablement que faire des intégrales matricielles, il aura du mal aussi. Ça paraît logique. Mais ça reste un a priori. Et c'est ce genre de choses qu'on veut éviter à tout prix, en tout cas dans notre approche. Et c'est difficile, mais on arrive à faire des choses très intéressantes en ayant le moins d'a priori possible. La grande difficulté des algorithmes d'IA, c'est qu'en fait, ils sortent toujours un résultat et il faut savoir le critiquer. C'est-à-dire que quand l'intelligence artificielle fait des trucs bizarres, des fois, c'est juste que nous, on a mal compris quelque chose, et puis des fois, c'est juste que ça fait des trucs bizarres parce que c'est pas juste. Je vais reprendre un exemple que je citais tout à l'heure. Donc nous, ce sont des élèves donc, de la 6e à la terminale qui travaillent sur notre site. On va essayer d'estimer donc la difficulté des exercices et puis savoir où en est chaque élève par rapport à ce niveau scolaire attendu.
Et on a une petite particularité, c'est que les élèves de 6e ont l'air d'être extrêmement forts sur les sujets de lycée. C'est un peu surprenant. En fait, il y a très peu d'élèves de 6e qui vont faire des exercices de lycée. Et dans les cas qu'on connaît, où on a pu poser des questions aux enseignants et aux gens qui s'en servaient, ce sont des grands frères qui se servent pour s'entraîner pour le bac, voire des gens qui sont dans le supérieur, voire des parents. Donc en fait, ce ne sont absolument pas les élèves de 6e qui ont travaillé et qui nous ont créé ces données. Donc voilà, si on écoutait uniquement les données, on dirait que les élèves de 6e, ils sont super forts au lycée, mais c'est un biais, et c'est le genre d'écueil où il faut être extrêmement attentif sur ce que sortent les algorithmes pour éviter de raconter n'importe quoi. Alors du coup, Claudio, ça y est, on te donne la parole, enfin, ça y est. Ok, merci. Du coup, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu en arrière et comme tu représentes le ministère, est-ce que tu peux nous définir l'intelligence artificielle au service de l'école? Oula, c'est extrêmement complexe. L'intelligence artificielle au service de l'école, il faudrait d'abord en fait se positionner pour savoir finalement quels sont les besoins de l'école. Hein, parce qu'il y a une vraie question autour de ça. C'est quoi les besoins? Alors aujourd'hui, en fait, on parle de besoins qui sont des besoins périmétrés. Ok, c'est-à-dire que là, on regarde en fait on regarde un apprenant dans une situation, et dans cette situation, on essaye d'amener un certain nombre de réponses pour faire évoluer en fait la situation d'apprentissage. On a demandé en fait un certain nombre de travaux donc à des laboratoires de recherche, notamment dans le cadre en fait de groupes de travail numériques qui se sont intéressés essentiellement là à tout ce qui est learning analytics, adaptative learning, pour leur demander, aujourd'hui on est sur des situations très périmétriques, est-ce que demain ce sera pareil? Non, demain ce ne sera pas pareil. Demain, en fait, on va essayer de considérer globalement l'apprenant dans sa globalité. Alors ça veut dire quoi? Considérer un apprenant dans sa globalité, ça veut dire en fait le considérer par rapport à ces situations qui sont évidemment périmétrées, par rapport à la continuité de ces situations périmétrées, par rapport à des éléments qui sont liés, entre guillemets, à sa vie dans l'établissement, hein, voilà, et peut-être par rapport à des éléments qui sont liés à l'extérieur. Alors, pourquoi ça? Parce que ce qu'il apparaît, en fait, notamment sur les études qui sont faites dans la NREBUL ou en fait dans d'autres retours internationaux, c'est que globalement, on va essayer de voir comment l'élève en fait se met en situation et comment surtout il peut être étayé, aidé par une sorte de coach qui peut l'aider à certains moments à regarder quels sont les éléments sur lesquels il doit travailler pour progresser. Et en même temps, on sait qu'au niveau des enseignants, eh bien, il y a un grand besoin d'avoir un retour sur la globalité de l'élève. Alors, je vais essayer d'imager ce que je dis. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'accompagnement individualisé. Ok, l'accompagnement individualisé est censé mettre en évidence finalement quelques difficultés qu'a un élève et de voir comment en fait on peut y répondre. Par exemple, enfin ça a été un petit peu indiqué, un élève peut avoir des difficultés en mathématiques, mais pas simplement parce qu'il a des difficultés en mathématiques sur la façon d'apprendre la mécanique des opérations, mais peut-être simplement parce qu'il a du mal à lire un énoncé qui fait référence. C'est peut-être extrêmement compliqué si en fait on n'a pas d'informations sur sa capacité à lire et à assimiler, et si on a très peu d'informations sur la partie mathématique, sur sa capacité à assimiler, de savoir que la difficulté ne vient pas en fait de la façon dont il a, lui, interprété et dont il a compris la façon dont il pouvait appliquer des opérations mathématiques, mais simplement parce qu'il n'est pas en situation d'interpréter l'énoncé et donc d'y mettre un modèle abstrait de résolution de problèmes. Ok, donc, l'accompagnement individualisé, il est censé en fait voir cela et proposer à l'élève finalement peut-être des situations de compréhension pour lui permettre d'appréhender après conceptuellement ce qui va se passer au niveau d'un problème qu'on lui pose ou qu'on lui donne. Bon, ça veut dire que, par exemple, par rapport à ça, on a besoin d'étayer les enseignants, mais dans la globalité. Vous voyez, pas simplement un enseignant, mais d'étayer l'équipe pédagogique par rapport à l'activité qu'il faudrait privilégier au niveau d'un élève pour le mettre en situation de réussite. Alors, je ne dis pas forcément réussir, mais pour le mettre en situation de réussite et de construction, de façon à ce que, eh bien, à chaque fois, l'enseignant puisse avoir une indication, un étayage sur
des lacunes qu'il a lui-même repérées, ou l'équipe pédagogique des lacunes qu'elle a repérées, ou pas, avec en fait un étayage à la façon dont ils vont pouvoir aider cet élève. Tout ça, en fait, ça fait partie un petit peu de cette globalité de l'élève, de ce besoin qu'on peut identifier aujourd'hui. Il y a d'autres besoins par rapport à ça. On parle beaucoup aujourd'hui, enfin vous le savez, APB ou d'autres algorithmes font couler beaucoup d'encre, notamment en fait parce qu'ils peuvent induire des orientations et parce que aussi en fait on a besoin de peut-être mieux préparer nos élèves au niveau de l'orientation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà avoir une idée de ce que sont leurs compétences. Et donc là, à nouveau, deux problématiques. Une première problématique qui est en lien avec les compétences qu'ils sont en train d'acquérir à l'école, notamment avec un véritable challenge pour l'éducation nationale, hein. Il y a un socle de connaissances et de compétences. Ce socle, les élèves sont dans des phases d'acquisition, on va dire, où eh bien, ils l'acquièrent tout au long, finalement, du cycle, hein, des différents cycles. Et c'est quelque chose qui souvent mobilise des compétences qui sont transdisciplinaires. Et il faut être capable d'évaluer l'élève à la fois dans les modes d'acquisition de ses compétences et dans l'acquisition de sa compétence. Et là encore, en fait, on a besoin de voir, on a peut-être besoin d'étayer, en fait, justement au travers de retours qui sont faits à partir de prélèvements d'outils qui vont arriver, la réflexion du professeur, lui montrer que peut-être tel élève est dans telle phase d'acquisition de tel élément de la compétence qui est une compétence transdisciplinaire. Alors, vous voyez, donc ça commence à montrer en fait un certain nombre de besoins. Et je parlais d'orientation parce que à partir de là, on peut se mettre à réfléchir sur finalement pour qu'une orientation se passe dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si elle est réussie ou pas. Voilà. On va dire qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Il faut peut-être être capable de conseiller l'élève à la fois sur des compétences qu'il est en phase d'acquérir dans le cadre scolaire, mais également dans le cadre périscolaire. Et on sait tous très bien que les principales difficultés sont souvent liées à ce qui se passe juste sur la transition troisième seconde, hein, parce que là, il y a un palier d'orientation qui est extrêmement complexe, hein, qui va orienter très souvent la scolarité de l'enfant. Et derrière, en fait, ce qui va se passer après le baccalauréat, et puis après encore dans la continuité, dans la poursuite de ses études, après le baccalauréat. Donc, ça nécessite de réfléchir sur, finalement, qu'est-ce qui va servir, en fait, pour préparer cette orientation, notamment au niveau de l'enseignant, notamment au niveau de l'élève, des ressources qu'on peut lui proposer, lui mettre à disposition, et finalement, en fait, étayer l'élève par une phase qui peut être une phase qu'on pourrait appeler du coaching, étayer, en fait, l'enseignant par une aide, hein, voilà, et ensuite étayer le système éducatif pour voir finalement quels sont les éléments qui ont participé, en fait, par exemple, à l'acquisition des compétences, et quels sont les éléments. Alors, quand je dis le système éducatif, c'est la recherche aussi, hein, ok, et quels sont les éléments qui ont contribué, en fait, à une aide effective à l'orientation. Tout ça, en fait, tout ça, c'est extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que ça, c'est des données qui sont complètement variées. Voilà, il n'y a pas de format standard. Il y a même des données qu'on peut appeler enfouies, pardon, ou des données qu'on pourrait appeler des données froides, hein. Par exemple, les appréciations mises sur un élève, c'est une donnée qui est une donnée à caractère bien évidemment éminemment personnel, ok, et souvent c'est une donnée qui est archivée, ok, et dont on fait peu de choses. Et pourtant, ça serait extrêmement intéressant de les sémantiser et d'avoir une idée, en fait, de la valeur positive ou négative de la sémantisation de ces données. Et par ailleurs, si on arrivait à profiler un petit peu de façon anonyme, d'accord, ça pourrait contribuer de façon extrêmement riche, peut-être à renforcer certains modèles. Donc quand je dis à anonymiser, peut-être pas complètement, tout du moins à pseudonymiser, avec des clés de jointure sur lesquelles nous ne pourrions pas revenir, ni les industriels. Dans tous les cas, ce seraient des contributions extrêmement intéressantes, en fait, à la modélisation d'un apprenant, hein. Voilà, donc, nos intérêts, elles sont très simples. Elles sont sur 4 aspects. Le premier aspect, c'est finalement d'aider les élèves. Le deuxième aspect, c'est d'étayer, en fait, les enseignants. Okay. Le troisième aspect, c'est d'avoir peut-être plus de recul,
en fait, par rapport au système éducatif. Et le quatrième aspect, il est d'aider la recherche. Alors, il y a un élément qui est éminemment important. Enfin, il y a 3 éléments. Premier élément qui est un élément, on va dire, qui est éminemment éthique, hein. Voilà, une véritable réflexion. D'ailleurs, en fait, tout le monde y réfléchit. On parlait un petit peu de coopérer ensemble dans un cadre de coopération pour voir justement par rapport à ces règles éthiques, hein, de voir comment, par exemple, les enseignants, vous savez, pouvaient débrayer la machine. C'est extrêmement important. C'est-à-dire comment je peux être conscient des décisions que je prends en tant qu'enseignant en ne laissant pas la machine, le libre arbitre, hein, de ce qu'elle fait, mais en étant complètement responsabilisé à tout moment. C'est une véritable question. Il peut y avoir d'autres questions sur quand je suis un usager, donc il va y avoir l'arrivée d'un régime général de protection des données. Ok, quand je suis un usager, c'est-à-dire un élève, un parent, je peux avoir envie que l'ensemble des données qui concernent mon enfant disparaissent ou soient éliminées. Voilà. Parce que je n'ai pas envie que les traces d'apprentissage continuent à rester, même si elles sont anonymisées, même si elles sont pseudonymisées. Mais cela étant, il faut peut-être que, en fait, il y ait une réflexion aussi là-dessus. Il y a peut-être aussi à voir comment est-ce qu'on peut associer des données qu'on peut appeler froides, c'est-à-dire qui ont été archivées, et des données chaudes, c'est-à-dire des flux de données qui participent là à l'évolution en fait du profilage, à l'individualisation du parcours de formation comme vous le faites, d'accord ? Et comment peut-être en fait dans un cadre sécurisé, elles peuvent en fait participer à la conjonction de 2 ou 3 flux de façon en fait à conseiller l'élève dans sa globalité. Vous voyez ? Et puis il y a finalement la façon dont l'ensemble de ces données peuvent être traitées et le cadre en fait de la façon dont elles peuvent être traitées et transmises et la façon dont on peut également être ou assurer que la gestion des flux ne sert que en fait au traitement qui est souhaité par rapport au résultat qui est souhaité et donc d'avoir un cadre un petit peu qui s'insère là-dedans et qui, on va dire, va participer à donner à la société les éléments clés lui permettant de voir que les données, les flux, en fait, sont parfaitement sécurisés. Alors, pardon, juste Claudio, en fait, par rapport à tout ce que tu nous dis, je pense que est-ce que tout le monde a compris qu'il y avait un système d'intelligence artificielle au service de l'école et de l'élève, enfin, de Il n'y en l'élève a et de pas pour l'enseignant? l'instant. Voilà, justement, Il y c'est a la une question. On est en réflexion. novembre 2017. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a très concrètement dans les classes pour aider les élèves et les enseignants, exactement comme tu le décris? Ben, on a ce qui est en train d'arriver, d'accord ? C'est-à-dire C'est-à-dire que on a des outils en fait qui sont en train Lesquels? d'arriver. Si je reprends, je veux pas en fait faire de publicité pour un certain nombre de sociétés. Il y en a qui sont présentes et qui donc font des propositions Mais alors en là, fait pour les classes. mais alors là, Attends, par exemple, Quick, c'est que les mathématiques. oui, Et on par a besoin exemple. d'une vision globale, tu nous as dit. Alors, Eh qui ben, fait le français, qui fait pour la musique, qui l'instant, fait l'histoire? ah ben non, je dirais pas qui fait le français, c'est pas à moi de le dire. En fait, l'ensemble des partenaires, voilà, il y a un certain surtout, nombre d'entreprises Et comment qui les sont entreprises ont capables de le travaillé entre faire. elles? Parce que par exemple, Quick fait les mathématiques, Mm. une autre entreprise fait le français, une autre fait la musique. Comment Mhm. est-ce que pour avoir une donnée globale de l'élève, comment est-ce qu'on fait un Ah lien? ben, alors déjà, en fait, nous, on va lancer une réflexion pour voir justement comment on peut travailler sur les API, la sécurisation des flux, etc., les formats de données, de façon à ce qu'on puisse peut-être passer d'une donnée à l'autre, et également les règles qu'on va y mettre sur, par exemple, la pseudonymisation. Hein, ok. Donc ça, c'est quelque chose voilà, d'hyper important. Après, il y a aujourd'hui un certain nombre de sociétés qui travaillent sur l'orientation, sur en fait le profilage à des fins d'orientation, qui vont chercher leurs données souvent par enrichissement des données que proposent comment dire, les usagers eux-mêmes. Ok. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore en fait de cadre complètement ouvert en fait nous permettant de travailler sur l'ensemble des traces et des données pour proposer un outil en fait, on va dire aux enseignants et aux élèves. Il y a des projets, hein, par contre, il y a effectivement, alors on ne doit pas en parler, mais il y a un partenariat d'innovation qui concerne le cycle 2 sur le français et les mathématiques, qui a un périmètre relativement restreint, mais Oui, il y a un c'est CCTP, bien, mais c'est il le y a un cycle 2, quoi. processus qui est en cours, etc. Voilà. Et de notre côté, en fait, on a travaillé en fait avec
le secrétariat général à la modernisation de l'action publique sur de l'entrepreneuriat d'intérêt général pour en fait avoir un projet, enfin sur un projet qui s'appelle coach élève et assiste prof, qui est là en fait pour commencer à mettre en œuvre les jalons qui nous permettront de travailler à la fois sur l'aspect données et intelligence artificielle et indicateurs et modèles, hein, en initiant tout ce travail-là au niveau du ministère et en mettant en place les éléments, les cadres, les bornes qu'on doit mettre en place pour soit ouvrir, soit en fait conserver un Le certain gérer nombre vous-même. d'éléments. C'est le projet Henri Verdier dont tu es en train de parler? Alors, c'est un projet de la direction du numérique pour Ah non, non, pas l'éducation, du tout, c'est autre chose. mais en fait, ça répond à un appel à projet qui est l'entrepreneuriat d'intérêt général, et je pense que D'accord, Henri ça. Verdier était un petit peu à l'origine. Et Voilà. alors du coup, là on est en novembre 2017, c'est pour quand tout ça? Eh bien, les premiers éléments, ce sera fin 2018, voilà, pour ce qui concerne l'entrepreneuriat d'intérêt général. Et pour les autres, je pense que ça va démarrer 2018, hein, puisque les éléments de cahier des charges arriveront incessamment sous peu. Vous m'excuserez de ne pas donner de date. Ok. Et à partir de là, eh bien, il y aura un certain nombre de solutions qui seront proposées. Donc là, tu es en train de parler d'un appel d'offres? Parce que Je ne CCTP, parle pas ça, je parle juste d'un nouveau partenariat d'innovation. en plus de celui qui a déjà été Non, lancé. non, de celui qui a été lancé. C'est pas très clair tout ça. Mais si, c'est très clair. Il y a un partenariat d'innovation qui a été lancé. Il y a un certain nombre de conglomérats qui ont répondu. Donc Cet pour été, l'instant, on est oui, en enfin temps. qui est en Voilà. cours, d'accord. OK. Et de l'autre côté, il y a un entrepreneuriat d'intérêt général sur un projet plus large qui va s'intéresser en fait aux choses de façon transversale et sur lequel nous sommes en train de travailler et sur lequel en fait il y aura des résultats, je pense, en 2018. Tadam. Ok. Je pense que le nerf de la guerre, finalement, c'est aujourd'hui, on vit une révolution industrielle au niveau des éditeurs qui sont en train voilà, de jouer le jeu et de granulariser les connaissances et de pouvoir commencer à imaginer, à avoir des collectes de données qui sont efficaces et qui sont suffisantes. Il faut voir qu'aujourd'hui, on a, je n'ose même pas compter le nombre de plateformes auxquelles est confronté un enfant dans sa vie scolaire. Et en entreprise, je crois qu'on est chez un client, un gros, je dirais pas le nom, ils ont 50 plateformes de LMS en interne. Donc il y a une multiplicité des plateformes, donc des données et des formats de données. Et derrière, il y a une multiplicité du contenu. Le contenu qui va être chez un Hachette, ça ne sera pas le même que chez un Editis, un Nathan ou chez un Belin ou chez un Quick. Et même je vais dire, le tronc commun, le programme officiel, lui, va être donné descendant, mais les référentiels de compétences vont être propres à chacun des éditeurs. Et ça, à chaque programme ouais, regardé par cet éditeur, dans le contexte du programme dans lequel il le regarde. exactement. Et donc, à l'écoute et à la lecture de cette complexité, quand en plus on est en train de rajouter au-dessus des compétences transdisciplinaires, transversales, en gros, les algorithmes d'intelligence artificielle, c'est pas non plus de la magie. Finalement, c'est juste, ils sont aussi intelligents que la donnée qu'on leur donne. Exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la donnée qu'on leur donne à manger, elle n'est pas encore forcément très intelligente dans le sens où elle n'est pas très contextualisée. On va recevoir un événement, mais cet événement-là, souvent, on n'aura même pas son contexte, on ne saura même pas où est-ce qu'il est généré. Si je prends des exemples de plateformes aujourd'hui, LMS connues dans de l'universitaire surtout, des plateformes Moodle, il y a des millions de lignes de données, mais derrière, on peut en faire très peu de choses parce qu'elles sont soit froides, soit décontextualisées, soit même... le cas typique, c'est on a plein de données, mais sur des contenus qui n'existent plus, qui ont été modifiés. Donc génial, voilà. On a plein de données, plein d'historiques qui ne sont plus là. Tu as cité dans il y a tes finalement, contenus... je vais juste Pardon. réinsister, il y a finalement quelque chose qui est extrêmement intéressant dans la donnée, mais dont on n'a pas toujours les éléments, c'est qu'on n'arrive pas toujours, comme ça vient d'être dit, de lier une donnée avec en fait un contenu. C'est-à-dire quel est le sens qu'on peut apporter en fait à la donnée. Par exemple, vous avez un arbre de connaissances et vous avez juste les indications du nœud de l'arbre de connaissances, mais vous ne savez pas en fait sur cet arbre à quoi ça s'applique exactement, finalement pourquoi telle décision a été prise. Et c'est tout ça en fait qui est relativement
complexe aujourd'hui et qu'il faut qu'on arrive en fait un petit peu à standardiser, à voir en fait peut-être à légiférer, hein, je ne sais pas. C'est- Ouais, je voudrais juste rebondir. Effectivement, alors il y a un problème. Tous les acteurs vont avoir des données différentes. Et certains, effectivement, vont plus s'adresser, regarder qu'est-ce qu'il a regardé comme vidéo, etc. Revenir au contenu de source, c'est toujours la base. C'est effectivement c'est des pratiques à avoir et qui ont mis du temps à être comprises dans le monde de l'intelligence artificielle plus large. C'est de bien avoir des référentiels, notamment euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de concours standards pour les chercheurs en intelligence artificielle. Ça s'appelle CIFAR, ImageNet. Ce sont en fait des bases de données standards. Tout le monde travaille sur la même chose. Et ce qui permet de comparer les résultats de chacun. Et ça, c'est des choses qui ont été faites et qui sont extrêmement importantes pour pouvoir comparer les approches. Et effectivement, c'est des choses à construire sur l'éducation. La difficulté, c'est que sur une image, en fait, quand il s'agit de trouver où se trouve le chien, généralement, les êtres humains sont plutôt d'accord entre eux. Ils voient bien la même chose. En éducation, c'est moins vrai. Certains enseignants ou enfin, personne ne vont pas voir les mêmes choses. Donc il y a vraiment un travail à faire. C'est pas évident. Je voudrais juste profiter 5 secondes pour revenir un petit peu plus en arrière. Ce qui est important de comprendre, c'est quand même que les enseignants, ils ont leur rôle à jouer et l'intelligence artificielle ne peut que venir en plus. L'image que j'aime bien prendre, c'est qu'en fait, quand on apprend quelque chose, il y a 3 phases. La première phase, c'est on va vous exposer à quelque chose que vous ne connaissez pas. Par exemple, un enfant, on va lui expliquer le nombre zéro. Il n'a jamais vu de nombre zéro, c'est difficile, c'est compliqué. Il y a une phase où il doit s'approprier, et c'est-à-dire que souvent c'est en faisant des exercices, mais il y a plein de façons de faire, mais il doit comprendre ce que c'est zéro lui-même et être capable de le réengager dans quelque chose de différent. Par exemple, il va faire une situation qu'il n'a jamais vue, il va comprendre que la solution c'est zéro ou un nombre négatif. Donc ça c'est la partie appropriation. Et ensuite il faut qu'il s'en souvienne. Et ça c'est quelque chose où on a tendance beaucoup trop souvent à oublier, c'est-à-dire que peu importe ce que vous apprenez dans vos vies, vous l'oubliez extrêmement vite. Et c'est un petit peu ça dont parlait Benoît sur l'ancrage mémoriel, c'est-à-dire qu'il faut revenir régulièrement sur les sujets pour ne pas les oublier. Euh, et ça c'est important, mais c'est quelque chose qu'on quantifie, mine de rien. Enfin, toutes les notions, tout ce qu'on apprend dans notre vie n'a pas la même difficulté et la même représentation. Donc il y a quand même des différences. Mais c'est quand même important de séparer les trois. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, on est dans la partie apprentissage, on a du mal, c'est-à-dire qu'il y a quand même souvent besoin d'une vidéo, mais les vidéos sont faites par des enseignants, par des personnes. Et pourquoi on a besoin quand même d'êtres humains à l'origine de tout ça? C'est parce que l'apprentissage, et ça c'est les neurosciences qui nous l'apprennent, le potentiel de mémoriser quelque chose est extrêmement lié à l'implication émotionnelle qu'on peut avoir. Et l'implication émotionnelle, aujourd'hui, on ne sait pas la générer aussi bien qu'avec un être humain. Donc vraiment, l'intelligence artificielle, il faut la voir comme quelque chose qui va venir en support des êtres humains et qui va pouvoir nous permettre à répondre à nos questions qu'on a. Je veux dire, voilà, comment on estime un élève, comment on les compare, comment on fait pour pas avoir trop d'a priori. Parce que les êtres humains ont aussi des a priori et ont aussi des versions qui sont un petit peu bizarres. Je vais faire une aparté 5 secondes. Nous, en fait, on montre aux enseignants les résultats des élèves, mais aussi le nombre d'essais fournis par les élèves. C'est-à-dire une quantification de l'effort fourni par chaque élève. Et systématiquement, les enseignants sont surpris en disant « Vous êtes sûr qu'un tel, il a eu 18, c'est pas possible, il n'a pas de bonne note. » Et en fait, il a fourni un effort très important et ils n'ont jamais vu ça, en fait. Ce sont souvent des élèves qui ont des problèmes de méthode, qui donc ont dû recommencer beaucoup pour s'approprier le contenu et voir qu'effectivement, ils avaient raté. Et juste ce changement de perception, c'est extrêmement fort chez les enseignants. La perception, donc là c'est la donnée brute. Hein. Donc l'intelligence artificielle peut permettre d'apporter encore plus de données peut-être pour que les enseignants aient encore plus effectivement de matière pour évaluer leurs élèves, peut-être les remettre en contexte, peut-être avoir effectivement d'autres choses hors du scolaire à prendre en compte. Donc ça c'est l'aspect extrêmement bénéfique de cette approche de données, voilà, d'étayer effectivement l'apport de l'intelligence artificielle. Il faut aussi, et nous on travaille beaucoup dessus avec nos enseignants pour essayer de tempérer, parce qu'on en est qu'au tout début, et donc il y a quand même pas mal de choses où on a autant de questions que de réponses. Et donc il faut éviter que les gens surinterprètent ce qu'on donne à donner. Et voilà, ce que j'expliquais sur l'histoire de 6e qui sont très forts en terminale, c'est typiquement le genre de choses où, bon là un être humain, souvent il va y avoir, ça va être facile de savoir qu'il y a un truc qui est bizarre, mais il y a d'autres choses où il faut savoir sortir et par exemple, ce que donne la machine donne un résultat. Il faut savoir être critique aussi de temps en temps, et ça, c'est compliqué. Et Claudio, tu... Non, je voulais juste réagir par rapport en fait au contexte émotionnel, mais sur des durées un petit peu plus longues. Il y a effectivement le contexte émotionnel, mais il y a aussi en fait la notion de plaisir
qui intervient beaucoup chez un apprenant, avec différentes formes de plaisir. Et là aussi, on a très peu de retours là-dessus. C'est-à-dire sur, finalement, je quel sais, va être je le me dépêche, mécanisme je sais. déclenchant. Oui, On oui, parle souvent de lecture vas-y, longue ou c'est de bon. résolution de problèmes dans des domaines qui sont divers et variés, hein, dans des domaines scientifiques ou autres. En fait, c'est la façon dont l'élève peut prendre du plaisir ou un apprenant peut prendre du plaisir que ces situations de résolution un petit peu longues et ardues, en fait, peuvent être des déclencheurs. Et Ou, là, on ou a... de déplaisir. Ou de déplaisir. Oui, Les oui, oui, punitions, parce on que s'en souvient bien quand même, hein, oui, oui, souvent. il y a des choses Je parle à qui... des personnes, mais Non, non, j'imagine qu'on a tous vécu des choses. scientifiquement, en fait, on est sur trois Alors, types de niveaux de plaisir. Tout ça pour dire que, en fait, l'arrivée de dispositifs qui s'appuient sur de l'intelligence artificielle nécessite une réflexion sur la façon dont on peut, à un certain moment, capter de l'information pertinente. Voilà. Donc ça nous paraît aussi à tous extrêmement important. Et là encore, capter de l'information pertinente avec une limite qui est où est-ce qu'on s'arrête, c'est-à-dire quelle est la limite éthique en fait de la captation que nous faisons de ces informations qui vont servir à des traces, etc. juste, en fait, on est obligé de conclure parce qu'après, il y a un autre événement à 18h20. J'ai juste deux choses à dire. Benoît, en fait, dans tes références de contenu, tu nous parles d'éditeurs qui ont plus d'un siècle avec des logiques de plus d'un siècle. Il y a des pure players. Je t'invite à aller voir ce qui se passe avec des logiques un peu plus modernes. Et Claudio, est-ce que tu pourrais juste nous dire, à ton avis, est-ce qu'il n'y a pas une question d'enjeu citoyen par rapport à la Complètement. compréhension du sujet, Ouais. des données et de l'intelligence artificielle? Et qu'est-ce que tu peux nous proposer comme solution? Bim, bam, boum. Pas les pareils en retard. Allez, tu as raison. Déjà, oui, il y a un véritable enjeu citoyen, mais un petit peu comme tout ce qui concerne, on va dire, aujourd'hui le numérique, les grandes plateformes, le cloud, la sécurité des données. Je pense que ça, c'est une pensée assez personnelle, que au niveau de la société, on n'est pas bien informé. On ne sait pas exactement finalement comment circulent nos données, quels sont les modèles économiques, quelles sont en fait les règles éthiques qui sont appliquées à la fois par les groupes, par les États, enfin par les entreprises, par les États, et qu'on a besoin d'intégrer évidemment dans tout ce qui est EMI une part extrêmement importante, éducation aux médias d'information, une part extrêmement importante aujourd'hui sur les données, sur les modèles économiques d'exploitation de ces données, et également sur ce qu'est l'intelligence artificielle et ses possibilités. Donc, si en fait on me demande quelle est la solution, ou est-ce qu'il y a une solution, je ne sais pas s'il y a une seule solution. Dans tous les cas, il y a une solution qui passe en fait par le domaine éducatif et par l'importance dans le domaine éducatif de ces questions aujourd'hui. J'aimerais rebondir quand même à ta suggestion. Oui, Parce 2 que secondes. on travaille avec des pure players. Après, on essaye de fédérer aussi une filière EdTech où on évite de se tirer dans les pattes. Il y a des gens qui sont déjà installés, qui ont déjà une expertise. Et donc, l'idée, c'est comment travailler ensemble. Certains pure players, justement, ne jouent pas forcément le jeu. Donc, on travaille avec des pure players, mais je pense fondamentalement que les mammouths, les centenaires, il faudra les embarquer. Et je pense qu'aujourd'hui, on est bien positionné pour les faire travailler. Et si je peux juste conclure avec la vision de Domotio par rapport à comment est-ce qu'on rend ça, tout ça systémique, faut qu'on travaille sur 3 points. Le premier, c'est il faut qu'on essaye d'uniformiser ou en tous les cas d'agréger tous les contenus et toutes les maps de connaissances des éditeurs et ensuite être capable de recommander aussi bien de l'Hachette que du Belin, que de l'éditisme et basé sur des préférences d'utilisateurs. Ensuite, le deuxième, c'est qu'il faut qu'on travaille sur les modèles utilisateurs. Comment est-ce qu'on représente et qu'est-ce qu'on calcule, qu'est-ce qu'on veut connaître des utilisateurs et que ça, on le standardise et que ça, un système comme Quick et un système comme Domotio peuvent juste se partager l'information de façon super efficace et complètement sécurisée pour que quand un utilisateur m'a donné de l'information, m'a donné de la valeur chez moi, je puisse dire à cet utilisateur-là, elle n'est pas perdue, je vais la passer à Quick si demain tu vas chez Quick. Ça, c'est mon deuxième point qui est super important et sur lequel il faut qu'on travaille dans l'industrie. Le troisième, c'est que aujourd'hui, au même titre que dans la consommation, aujourd'hui, quand on va faire des courses, on a des ingrédients derrière, je ne sais pas, un yaourt. Aujourd'hui, on consomme de la recommandation, on consomme de l'intelligence artificielle sans savoir ce qu'il y a dedans. Et donc, je conseillais justement à Monsieur Villani qu'on ait une sorte de cadre où on a une sorte d'ingrédients, liste d'ingrédients, derrière un moteur de recommandation pour savoir quelles sont les données qui traitent et quels sont les noms, même si c'est des noms scientifiques, au moins qu'on dise un peu les traitements qu'on fait dessus. Alors ça tombe bien parce que je crois qu'on a dû faire à peu près la même recommandation
un certain nombre de notes que nous avons faites, notamment pour voir en fait l'efficience de certains dispositifs sur la base que tu as indiquée, c'est-à-dire à partir d'un certain nombre de données, de traces types, en fait, de voir quels sont les écarts en fait qu'il peut y avoir en fonction de certains traitements qui sont proposés, et exactement sur l'image du yaourt pour savoir quels sont les ingrédients, notamment en termes d'éducation de l'intelligence artificielle et également en termes de base de référence, voire en fait de processus qui sont utilisés ou d'algo utilisés. Ok, eh ben, merci. Merci beaucoup pour cet échange. Ils peuvent continuer de toute façon sur Twitter, S4K17. Et puis à tout de suite pour la remise des trophées. Merci beaucoup. Merci.